Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Fiat Cinquecento de 1994. Les amis, aujourd'hui le test d'une voiture exceptionnelle, il faut l'avouer, hein, c'est une voiture que vous ne croiserez pas tous les jours dans votre vie. Donc, il s'agit de la Fiat Cinquecento, ce qui veut dire 500. Et en fait, cette voiture, donc c'est une micro-citadine italienne, mais pas si italienne que ça, on va y revenir. Donc c'est une voiture qui était une interprétation un peu plus moderne de la Fiat 500, sans reprendre l'esthétique de la mythique Fiat 500, ce qu'ils feront bien plus tard. Donc ils ne l'ont pas appelé 500, mais Cinquecento, qui veut dire 500 en italien. Donc aujourd'hui, si je peux vous présenter cette voiture, ce Young Timer, c'est bien sûr grâce à l'un de mes abonnés, que je remercie encore d'avoir fait vraiment pas mal de routes afin que je puisse vous la présenter. Et si j'ai accepté, bien sûr, c'est parce que c'est relativement rare sur nos routes. C'est une voiture qui s'est pas si mal vendue que ça à l'époque, mais maintenant il en reste assez peu, car comme pour la plupart des micro-citadines, ce sont des voitures peu chères, et donc les gens les entretiennent assez peu. Elles n'ont pas une cote d'amour suffisante pour que sur le long terme, on en trouve encore beaucoup. Donc actuellement, c'est relativement rare. Donc comme je le disais tout à l'heure, cette Fiat Cinquecento n'est pas réellement italienne. En fait, c'est une voiture qui a été conçue pour remplacer la Fiat 126, qui était donc une micro-citadine construite dans les années 70 et 80. Et à la fin de sa production, la 126 était construite exclusivement en Pologne. Et donc, avec cette Cinquecento, ils ont repris l'usine polonaise avec ce nouveau modèle, vu que continuer de produire la 126 dans les années 90, ça faisait vraiment bizarre, ça faisait un modèle très ancien au catalogue. En termes de gabarit, donc on retrouve une voiture qui est très petite, beaucoup la considèrent comme un pot de yaourt. Moi, ça ne me choque absolument pas le gabarit de cette voiture, car elle fait 3,30 m de long, soit la même taille qu'une K-Car. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'affectionne cette catégorie de voitures. Les K-Car, je rappelle, ce sont des toutes petites voitures vendues normalement que au Japon. Aujourd'hui, donc, on a le gabarit, mais on n'a pas la motorisation, bien sûr. Au Japon, les K-Car sont limités à 660 cm3. Là, il s'agit d'une voiture vendue pour l'Europe, donc aucune raison de se limiter à une cylindrée aussi faible. Il s'agit dans cette voiture d'un 4 cylindres en ligne à injection de 900 cm3. Et celui-ci développe la puissance phénoménale de 39 chevaux. Donc oui, clairement, à l'heure actuelle, 39 chevaux, ça fait sourire. On n'est plus du tout habitué à avoir des véhicules aussi peu puissants. Mais si on remet ça par rapport au gabarit de la voiture et surtout à son poids, finalement 39 chevaux c'est pas choquant vu que la voiture ne pèse que 710 kg. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de 94 que je teste, ce qui justifie qu'il soit donc alimenté par injection ce moteur. Mais sur les années de production précédentes, c'était encore un moteur à carbu. Il faut savoir que Fiat n'a pas développé un nouveau moteur pour cette voiture. C'était une voiture vraiment faite pour être économique, produite en Pologne. Donc, vous aviez des moteurs, on va dire, antédiluviens. C'est des bases mécaniques qui datent des années 60, qui ont été converties avec l'injection, histoire d'être un peu plus moderne et de passer les normes anti-pollution de l'époque. Mais en termes de performance, vous voyez que c'est vraiment pas fou. 39 chevaux, je le rappelle. Bon, pour l'instant, j'évolue en ville et c'est vraiment le lieu parfait pour ce genre de petite voiture. On n'a aucune difficulté, la voiture est compacte, elle est légère, on n'est pas assis si bas que ça et en plus les espaces vitrés sont vraiment très grands, donc on a une visibilité autour de nous qui est géniale. C'est vrai qu'à l'époque, le design de cette voiture était un peu différent des autres car finalement elle est très haute par rapport à sa longueur. Caractéristique qui maintenant est très commune sur les citadines, mais à l'époque, les voitures étaient quand même essentiellement un peu plus basses que celle-ci.
Faut pas oublier que c'était vraiment une voiture entrée de gamme à l'époque, donc bien sûr, il n'y a pas de direction assistée. Et ça ne pose pas de problème en fait. Parce que la voiture est extrêmement légère, extrêmement facile. Vraiment aucune difficulté pour manœuvrer celle-ci. Là, forcément, quand je suis totalement à l'arrêt, là on sent le poids de la voiture. On a un peu de mal à déplacer, à tourner le volant. Mais dès qu'on est en mouvement, il n'y a vraiment plus aucune difficulté. Donc comme je vous l'ai déjà dit, les espaces vitrés sont nombreux et très grands. Donc on voit très très bien ce qu'il y a autour de nous. Si nécessaire, on a aussi des rétros qui eux sont assez petits. Et vous voyez qu'ils sont à réglage manuel, mais depuis l'intérieur du véhicule. Je peux insister là-dessus, ça peut sembler anecdotique, mais à l'époque, il y avait encore des voitures où vous étiez obligé d'ouvrir la fenêtre pour régler. Et bien sûr, toutes les voitures un tout petit peu plus haut de gamme avaient des réglages électriques. En option, vous pouviez avoir des vitres électriques, vous pouviez avoir un toit ouvrant, vous pouviez aussi avoir la climatisation. Aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. Franchement, elle est dépouillée cette voiture et c'était vraiment entrée de gamme. Une des rares modifications qu'a fait le propriétaire sur ce modèle, c'est l'échappement qui a été remplacé. Et vous voyez que c'est un modèle un petit peu sport. Ce qui peut sembler bizarre sur une voiture de ce genre, je l'avoue. Néanmoins, même avec cet échappement sport, la sonorité est vraiment contenue. C'est assez feutré. Là, j'ai les vitres ouvertes. J'ai aussi les fenêtres à l'arrière qui sont ouvertes. Je sors de l'agglomération, j'accélère à fond. On entend bien sûr un petit côté rauque de cet échappement, mais c'est pas exubérant. Et je monte rapidement jusqu'à 90. Bon les amis, de nouveau, si vous suivez mes tests, vous connaissez un peu le protocole. On va arriver sur la zone où je teste l'accélération de ce modèle. Vous l'aurez compris, c'est pas du tout une voiture de sport. Néanmoins, on va essayer de vérifier comment ça se comporte. À la base, le constructeur annonce un 0 à 100 avec ce moteur en 18 secondes. Donc je ne suis pas convaincu du tout que j'arriverai à monter à 100 km/h sur cette zone que j'utilise habituellement. Néanmoins, on va voir comment ça se comporte et ça nous donnera un indice sur les capacités réelles lors d'une accélération, vous l'aurez compris. Donc je rappelle que cette voiture pèse environ 700 kg, le moteur fait un petit peu moins de 40 chevaux et c'est accouplé à une boîte mécanique à 5 rapports. Allez, c'est parti, il n'y a bien sûr aucune aide électronique, Let's go! Alors il n'y a pas de contour, donc je ne sais pas exactement quand changer les vitesses, je fais ça à l'oreille. Ah, j'ai une petite pétarade, j'arrive à 80, 90 et je dois ralentir, je suis monté à 95. Alors le freinage n'est clairement pas dingue. Il faut appuyer très très fort pour avoir un petit peu de mordant sur le freinage. De nouveau, c'est pas du haut de gamme, c'est une citadine. On n'est pas sur une finition sport, vous l'aurez compris, c'est vraiment la finition de base. Maintenant, on va bien sûr vérifier si cette toute petite voiture braque bien. Donc, je braque à fond. Je fais ça en bougeant un minimum afin de soulager la direction. Et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, le rayon de braquage est ridicule. Ça tourne très 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 bien. Bon, maintenant, on recommence l'accélération. C'est reparti. Let's go. Ça patine un peu au démarrage. C'est marrant cette sonorité un peu rauque pour une voiture de ce genre. Finalement, ça me fait vraiment penser à une de mes K-Cars. J'arrive à 80, 90, 95 et 100 et je freine. Ouais, le freinage, il suffit, mais la sensation n'est pas terrible. C'est un petit peu spongieux, il faut appuyer relativement fort pour avoir du mordant. De nouveau, c'est une sensation très à l'ancienne. Enfin, moi, ce qui me surprend le plus pour l'instant, c'est que pour une voiture annoncée uniquement pour 40 chevaux, je me sens pas réellement
en galère, je me sens pas sous-motorisé. La voiture se comporte très bien. Allez, ici nous arrivons dans un rond-point. Comment se comporte cette machine? Bon, la tenue de route n'est clairement pas dingue. Et vous avez vu que ça prend pas mal de roulis, elle s'appuie dans les virages. Et en plus, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, c'est une finition classique. On n'a pas de siège baquet ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment des sièges tout ce qu'il y a de plus consensuel, comme dans n'importe quelle micro-citadine. D'ailleurs, la série est bleue, plutôt jolie. On retrouve le même tissu sur l'intérieur des portes, ainsi que sur la banquette arrière. Après, sur les sièges, vous avez uniquement le réglage pour la distance par rapport au volant et aussi l'inclinaison du dossier. C'est tout. C'est de nouveau très très simple. Et concernant l'habitacle, c'est de nouveau simpliste. Les plastiques sont gris, dans différentes nuances de gris d'ailleurs. Le volant lui aussi est en plastique, de nouveau gris. Les infos affichées sur le compteur sont relativement limitées, dirons-nous. On a en gros un compteur de vitesse, bien sûr, le kilométrage, l'odomètre, le trip partiel. Vous avez une jauge pour le carburant, la température du moteur, et ensuite ce sont tous les voyants concernant les feux de détresse, l'état de la batterie, ce genre de choses. C'est relativement simple. Le seul écran numérique que l'on a, il est au milieu du tableau de bord, c'est une horloge, et vous voyez qu'aujourd'hui, l'heure s'affiche encore, mais le rétroéclairage est mort, donc c'est très difficile à voir. Le reste de la planche de bord comprend bien sûr tout ce qui gère les aérations, et vous avez quelques rangements, mais ce ne sont pas des rangements qui ferment. Ce sont des rangements où il faut poser les choses. De nouveau, ça me fait penser un peu à ce qu'on aurait dans une Super 5 ou dans la Rover 111 que j'ai pu tester. C'est clair que c'est pas du haut de gamme, mais à l'époque, la plupart des marques concurrentes ne faisaient pas forcément mieux. Alors ici, nous arrivons sur un petit Dodan, je ralentis un peu. De nouveau, c'est vraiment du standard. C'est pas tape-cul, c'est pas trop mou, c'est juste un réglage basique. Là, ici, c'est un trou. De nouveau, ça passe. Alors ici, on va essayer de faire un test de reprise. Je suis en 3e à 50 km/h et c'est une pente. J'accélère à fond. 55. 60. Donc 65. Maintenant, ça redevient un peu plat et oui, ça reprend un peu de vitesse. Donc là où on voit vraiment le peu de puissance du moteur, c'est si vous essayez de reprendre à mi-régime en côte. Là, c'est vraiment très limite. Mais ça monte. De nouveau, ça me fait vraiment penser au niveau de performance que j'avais dans ma Super 5 à carbu qui faisait 50 chevaux ou 40, j'avoue que je me souviens plus trop. Encore un petit Dodan. Ouais, c'est pas tape-cul, hein. Les suspensions sont plutôt molles, les sièges relativement confortables. Ça manque de maintien bien sûr si on veut rouler un peu vite, mais c'est plutôt pas mal, je suis assez surpris. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que la voiture est équipée d'une boîte méca à 5 rapports. La boîte, c'est peut-être le défaut sur cette voiture. On n'a pas du tout la même sensation d'un rapport à l'autre. 1, 2, 3, ça passe plutôt bien. La 4e, il faut la chercher un petit peu et le verrouillage ne renvoie pas une information précise. On a toujours l'impression que la 4e est mal verrouillée. Et j'avoue que pour l'instant, la 5e, je m'en suis presque pas servi. Ici, nous arrivons dans une succession de virages. Voyons comment ça va se comporter. Je monte un peu dans les tours. Je passe la 3. Et ouais, dès que j'en commence à hausser le rythme, c'est les suspensions qui me disent « mais lâche l'affaire, on n'est pas dans une voiture de sport ». Les suspensions s'écrasent totalement dans les virages. La direction est relativement floue. Sur cette voiture, les roues sont assez petites. C'est du 13 pouces. Le comportement, en fait, vous incite à vous calmer. En plus, la voiture est très courte. Donc, vu que les suspensions ne gèrent pas très bien,
on aura presque peur au bout d'un moment que ce soit l'arrière qui essaie de passer devant, quoi. Mais bon, si vous restez à une vitesse raisonnable, de nouveau, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'essaie juste de remonter à 80. Je suis en 3e. 70, 75, 80. Je passe la 4. Et de nouveau, la 4, on a un peu de mal à la verrouiller. Je passe même la 5. Je ne sais pas à combien de tours je suis, vu qu'il n'y a pas de compte tours. Ça, c'est un peu dommage. Mais de mémoire, sur la fiche technique, il était annoncé que le couple maximum arrive vers 5005. C'est pas un moteur qui est conçu pour la compète, hein, de nouveau. Bien que ce soit une toute petite voiture, je rappelle qu'elle mesure 3,30 mètres de long, elle est néanmoins homologuée 5 places. Donc j'ai essayé de me mettre derrière, je vous donne mes impressions. Donc les amis, vous voyez que l'accès aux places arrière, finalement, pour quelqu'un de ma taille, bah, ça pose pas de problème. Et en plus, la bonne surprise, c'est que le véhicule est relativement haut. Donc moi, je mesure 1,70 m, je passe sans problème. Après, quelqu'un de plus grand risquerait de commencer à toucher le plafond. Les sièges, c'est une banquette relativement classique. À l'arrière, ça manque un petit peu de lumière. D'ailleurs, je pense que la caméra a du mal à me voir. Simplement, le ciel de toit, il est gris, donc forcément, c'est pas super lumineux. Heureusement, les espaces vitrés, eux, sont assez balèzes. On voit pas trop mal. Par contre, là, la caméra, elle a vraiment des difficultés à me voir. Sinon, à l'arrière, c'est une voiture très dépouillée. Il n'y a pas de rangement pour les passagers. On a juste des espèces de petits accoudoirs ici, intégrés directement dans la carrosserie. On a un cendrier de ce côté-ci. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est quand même une voiture qui est homologuée 5 places. On peut se mettre à 3 derrière, mais j'imagine pas être à 3 de mon gabarit à l'arrière. Ce serait très compliqué. Là, vous voyez que le siège devant moi n'est pas reculé au maximum et j'ai encore de la place pour mettre mes jambes. Donc finalement, on peut réellement rouler avec 4 adultes dans cette voiture sans problème. Il faudra bien sûr privilégier les places avant pour les personnes les plus grandes. Et voilà, c'est très dépouillé, vous l'avez compris. Autre particularité qui montre que c'est quand même pas une voiture récente, vous voyez qu'à l'arrière, on n'a pas d'appui-tête. Petite particularité, vous voyez que les vitres à l'arrière peuvent s'entrebâiller. Hop. Donc c'est toujours ça. À l'époque, ça se faisait beaucoup. J'avoue que maintenant, c'est soit on a des vitres classiques avec un mécanisme électrique, soit c'est totalement fixe. À l'époque, il y avait encore moyen d'entrebâiller un peu. Donc finalement, l'espace pour les passagers à l'arrière est de nouveau raisonnable. Après, bien sûr, vu que c'est une voiture très courte, on ne peut pas avoir un grand coffre et de la place pour les passagers. Donc, si vous ouvrez le coffre, vous voyez que celui-ci est relativement petit, mais il est quand même assez profond et en dessous du seuil, on a une roue de secours. Mais bien sûr, la plupart du temps, quand vous roulez avec une micro-citadine, vous roulez à 1, 2 personnes. C'est très rare d'être à 4 ou 5 dans ce genre de voiture. Donc, si vous avez vraiment besoin de place, il vous suffit de rabattre les sièges. D'ailleurs, là, on a une banquette rabattable en 2 parties, donc 2 tiers, 1 tiers. Et il me semble que c'était une option. Je crois que vous pouviez avoir uniquement une banquette en une seule pièce. Mais une fois la banquette rabattue, il y a vraiment beaucoup de place dans cette voiture. C'est surprenant. Allez, maintenant j'arrive sur l'autoroute. C'est très certainement le défi pour cette voiture. Je me remets en 3e, j'accélère à fond. J'arrive à 80, je m'engage. La prise d'info est impeccable. On n'a presque pas d'angle mort. Je passe la 4e. Je prends de la vitesse alors qu'ici c'est en côte. Je me maintiens à la même vitesse que les autres. J'arrive à environ 110. Je peux même passer la 5. Franchement, de nouveau, je m'attendais vraiment à être beaucoup plus en difficulté. Ça marche plutôt bien. Bon, malheureusement, l'autoroute est toujours en travaux ici, donc je ne pourrais pas essayer de monter à 130.
Je me doute que arrivé vraiment à 130, le moteur doit être à assez haut régime et remonter pas mal de vibrations et de bruit. On peut pas tout avoir. On peut pas avoir une voiture extrêmement légère, fine, avec très peu de métal et en même temps bien insonorisée. Une particularité dont j'avais oublié de parler, les 3 pédales sont très petites et très rapprochées les unes des autres. Ça vous oblige presque à décaler un petit peu vos jambes vers le centre du véhicule parce qu'en fait les roues devant sont très proches de nous et donc le passage de roues oblige à décaler les pédales. C'est un peu surprenant. Bon, on a assez peu parlé de l'esthétique de cette Cinquecento. C'est pas un top modèle italien, loin de là, mais elle n'est pas moche pour autant. Moi, je trouve qu'elle a un petit côté mignon. Et j'aime beaucoup aussi qu'elle ait des feux assez petits. Bien sûr, à l'époque, il n'y a pas de LED, hein, tout est à ampoule. Mais à l'avant, on a encore des optiques en verre. Et à l'arrière, vous voyez que ce sont des feux assez plats. De nouveau, c'est simple, mais je trouve que ça s'intègre bien dans le design. Allez, de nouveau ici, j'arrive sur une route limitée à 90, j'accélère à fond, je suis en 3e, 60, 65, 70, 75, 80, 85 et 90 et je passe la 4. Et je peux même passer la 5 juste derrière. Donc finalement, avec ce moteur, il faut juste bien utiliser la boîte de vitesse, pas hésiter à monter un petit peu dans les tours. Et tant qu'on reste à vitesse légale, il n'y a pas réellement de frustration, hein. Les 40 chevaux sont clairement suffisantes. Malgré qu'elle soit équipée d'un moteur, on va dire, très ancien, d'une conception archaïque, eh bien, elle ne consomme qu'assez peu. Elle est donnée pour une consommation entre 4,8 litres et 5,5 litres au 100. Donc franchement, c'est très raisonnable. J'adorerais vraiment que les marques se repenchent sur ce segment, qui réussissent à créer une voiture comme celle-ci, très légère, peu puissante. Avec un moteur moderne, on arriverait très certainement à rouler à moins de 3 litres au 100. Donc les amis, s'il y avait vraiment une seule info à retenir de ce test, c'est que finalement, avec une voiture relativement légère, eh bien 39 chevaux, c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus pour rouler normalement. Après, je me doute par contre que si on est à 5 dans la voiture, là le moteur peut commencer à être un petit peu à la peine. Mais pour l'instant, uniquement avec mes grosses fesses, pas de problème. Donc cette voiture maintenant, comme je vous l'ai dit, elle est Youngtimer. Elle commence même à être en collection pour les modèles les plus anciens, vu que ça a été vendu, si je me souviens bien, de 92, 93 jusqu'à 97, 98. Donc ça a bientôt, enfin ça a 30 ans pour les plus anciennes. C'est pas une voiture qui est très recherchée maintenant sur le marché de l'occasion. Donc on trouve des modèles comme je vous présente aujourd'hui en finition de base pour vraiment très peu cher. Là, la voiture que je teste aujourd'hui, vous voyez qu'elle a les marques de l'âge, hein. Elle n'est pas ultra fraîche, mais elle fonctionne bien. Elle a 160 000 km. C'est une voiture qui vaut environ en 1500 €, quoi. Voilà, quoi. C'est pas plus cher que ça. Par contre, il existe une version sport de ce modèle qui s'appelle la Sporting. Elle a un autre moteur et bien sûr d'autres suspensions et d'autres, comment dire, une esthétique très légèrement différente. Ce modèle Sporting, lui, est beaucoup plus recherché et beaucoup plus cher. Ne comptez pas en trouver une en bon état à moins de 5 000 €, quoi. Et il faut savoir que cette voiture a eu une descendance. La Cinquecento n'a pas été reconduite, mais elle a été remplacée par la Seicento, qui veut dire 600. Et quand on regarde les deux voitures, esthétiquement, elles sont quand même assez proches. Elles ont un gabarit similaire. La Seicento a juste, on va dire, un look un petit peu plus arrondi. Et je crois que l'intérieur est lui aussi différent. Mais sinon, les voitures sont assez proches. Je serais d'ailleurs curieux de pouvoir en tester une un jour. Vu qu'il s'agit d'une Fiat des années 90, bien sûr, et vous êtes en droit de vous demander est-ce que c'est fiable? Eh bien, il semblerait que oui. Le moteur, j'ai pas entendu de retour négatif le concernant. Il semblerait que le problème le plus fréquent sur cette génération, c'était plutôt la boîte de vitesse qui pouvait lâcher sur les 50 premiers 1000 km.
Donc, il faut croire que si elle dépasse ces 50 000 km, c'est qu'il n'y a pas de défaut sur celle-ci. Là, on est à 160 000. La boîte fonctionne bien, même si, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas un comportement ultra fluide. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Fiat Cinquecento de 1994. Si vous avez des questions, je vous invite bien sûr à mettre ça dans l'espace commentaire. Si vous avez déjà testé cette voiture ou si vous en possédez une, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience dans les commentaires, à nous dire selon vous ce qu'il faut vérifier en priorité pour un éventuel achat. Je remercie encore mon abonné d'avoir fait pas mal de routes afin que je puisse vous présenter cette petite micro citadine. Et d'ailleurs, ça me permet de vous repréciser que je ne teste pas que des japonaises ou que des voitures de sport. Tout ce qui est un peu atypique m'intéresse. Donc si vous avez un véhicule de ce genre, que ce soit voiture, moto, eh bien contactez-moi afin qu'on puisse s'organiser le test. Je vous rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, dans la région de Rouen. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test dans son intégralité. Je vous dis à bientôt et ve à tous! Si vous aimez les véhicules atypiques, je vous invite vraiment à vous abonner et à regarder mes playlists. Vous allez découvrir plein de petits véhicules bizarres dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart.